Les Alliés n'avancent pas sur le front de Salonique, ni en Italie, mais ils se maintiennent. Ils veulent profiter de la flambée des nationalismes, qui sont souvent en leur faveur. Nationalistes sont les Serbes, des Slaves du Sud, qui sont à l'origine de cette guerre. Nationalistes et fascistes, qui veut constituer une Yougoslavie indépendante de l'Autriche-Hongrie. Nationaliste est Chaim Weizmann, homme de science britannique qui veut constituer la nation d'Israël au Proche-Orient. Sur le nationalisme arabe compte le colonel Lawrence, alors lieutenant. Il veut réunir tous les Arabes et les lancer contre les Turcs. Il y réussit assez bien. Les jeunes Turcs aussi sont nationalistes et se refusent à briser l'unité de leur pays. Aidés et conduits par les officiers, leur armée s'affirme sur tous les fronts. Elle est bien dotée par les Allemands en matériel de guerre, en particulier d'artillerie. Elle passe à l'attaque tous azimuts en 1915. Elle veut à la fois prendre Suez et décourager partout les Anglais. Son objectif est le symbole de la présence britannique dans cette zone, le canal de Suez. Il est gardé par des troupes de l'Empire et par des unités de la Royal Navy. En février 1915, une force turque de 20 000 hommes s'est levée comme un vent de sable. Elle est parvenue jusqu'aux défenses anglaises du canal. La flotte anglaise tire. Les Turcs sont partis. Mais on sait désormais qu'en Méditerranée, il faut compter avec les nationalismes. Tous ces peuples ne sont pas satisfaits de bonnes paroles. Ils veulent retrouver leur paradis perdu. Les Allemands ont décidé de faire face aux situations nouvelles créées au sud de l'Europe vers l'automne de 1915. Ils peuvent compter sur leur propre armée, sur quelques unités autrichiennes et sur les Bulgares qui sont entrés dans la guerre. Ils disposent de très solides unités, d'un armement lourd en canons Krupp et d'une longue habitude de la guerre contre leurs voisins balkaniques. Le bloc des puissances centrales est désormais constitué: Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie et la Turquie. Le général August von Mackensen est chargé du commandement en Orient. Il le partage avec un autre général que les Français connaissent bien, Erich von Falkenhayn, qui commandait et qui a échoué à Verdun. Cette armée doit s'ouvrir la route de Constantinople, qui ne peut être qu'une route de terre, parce que les Alliés tiennent la mer. Un obstacle pourtant sur le parcours. La nation serbe, farouchement hostile aux puissances centrales. C'est une évidence stratégique aux yeux de Falkenhayn, la Serbie doit sauter. Le roi Pierre de Serbie est vieux, malade, mais résolu. Son fils, le régent Alexandre, a été éduqué en Russie tsariste. Leur premier ministre est un vieil homme, pachiste, qui a programmé la guerre des Serbes contre les Austro-Hongrois détestés. L'Empire d'Autriche-Hongrie a voulu par 2 fois écraser la Serbie. Il n'y a pas réussi, et il brûle de recommencer.
Cette fois, des moyens très importants sont mis en jeu. La Serbie est à feu et à sang. Les villes sont détruites par les bombes, les villages incendiés. L'armée royale et impériale d'Autriche-Hongrie ne néglige rien pour raser le pays. Les chefs envisagent une retraite le long de la mer pour échapper aux Autrichiens et aux Allemands, et aussi aux Bulgares qui veulent leur part de gâteau. Les Serbes jurent de revenir pour former leur grand royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. En attendant, les Autrichiens avancent, occupent le pays slave, suivent le cours des rivières, le Danube, la Morava. La Serbie, disent les Autrichiens, est un serpent qu'il faut écraser. Les Serbes sont en retraite. Une armée de 200 000 hommes recule en ordre, tâchant de sauver ses bataillons. Pas de transport, pas de vivres ni de munitions. L'armée traîne avec elle une centaine de canons et 24 000 Autrichiens prisonniers. Le vieux roi est en voiture à bœuf. On traîne dans une chaise à porteur le chef de l'armée qui souffre. La marche dure longtemps, très longtemps. 2 mois de marche. Beaucoup perdent leurs chaussures dans la neige. Beaucoup ont les pieds gelés, d'autres meurent de froid. Dans cette retraite héroïque, on mange les chevaux. Les villageois suivent les soldats pour ne pas tomber aux mains des Bulgares. La retraite héroïque des Serbes, c'est un peu l'équivalent de la retraite des Belges en août 14. Et le roi des Serbes ressemble singulièrement au roi chevalier, le roi de Belgique. La retraite des Serbes, c'est un peu le fantôme de la nation. Les Serbes essayent de gagner à travers les montagnes la frontière grecque, où ils sont sûrs d'être bien accueillis. La Grèce n'est pas belligérante, mais elle est amicale et les Alliés combattent à Salonique. Malheureusement, les Serbes cherchent en vain une mission alliée. Ils n'en trouvent pas et doivent gagner les montagnes d'Albanie vers l'ouest. Peut-être trouveront-ils les Alliés dans le port de Durazzo. Ils y sont, mais pour embarquer toute l'armée serbe, il n'y a que quelques bateaux. On les emmène tout de même dans l'île de Corfou. 70 000 sont morts en chemin, 140 000 survivent, souvent bien amaigris ou malades. Ils sont enfin secourus et soignés, encadrés pour repartir au combat à Salonique. Ils veulent se battre au plus tôt, ils ont leur patrie à reconquérir. L'armée de Salonique est une tour de Babel. On y parle toutes les langues de la coalition des Alliés. Dans le port, les transports de troupes. Les cargos amènent sans arrêt des renforts, du matériel, du ravitaillement, au risque d'être torpillés en Méditerranée par les sous-marins allemands. Les Italiens, après l'entrée en guerre de leur pays, ont rejoint les Alliés. Les Serbes arrivent, les Russes sont déjà là. Les Grecs ont des volontaires, car le roi des Grecs hésite à entrer dans le conflit, à quitter la position très avantageuse pour lui de la neutralité. Les Alliés sont à la fois ses invités et ses otages. Quand le président de la République, Raymond Poincaré, habillé en chauffeur à son habitude, visite la base, il trouve une armée internationale très bien organisée, qui veut percer dans les Balkans selon le vieux rêve de Churchill. Il n'y a malheureusement pas de vue stratégique précise pour cette armée. Les Serbes sont seuls motivés. Ils veulent reconquérir leur pays, vallée après vallée, en franchissant les montagnes. Ils veulent créer la Yougoslavie. Cet objectif, l'armée de Salonique l'accepte. Elle mettra 2 ans pour l'atteindre. Un autre front stagnant vient d'être créé, ici, à Salonique.
Les Anglais ont besoin de troupes pour faire face aux Turcs dans le Proche-Orient, où l'Empire de Constantinople exerçait sa souveraineté jusqu'en Syrie et jusqu'en Palestine. Les Turcs sont désormais en liaison directe avec Berlin. Leur chef est un général de l'armée allemande, le baron Kress von Kressenstein. C'est un de ses assistants techniques qui organise l'armée turque, bien doté en matériel, bien encadré, et qui peut faire front. La force expéditionnaire égyptienne s'avance dans le désert pour établir dans le Sinaï une ligne de défense contre les Turcs et les empêcher d'atteindre Suez. Artère vitale pour l'économie de guerre britannique. Sir Archibald Murray, à partir du Caire, commande cette force expéditionnaire de 4 divisions anglaises et indiennes. L'avance est lente, prudente. Les Britanniques construisent en même temps un chemin de fer et un pipeline d'eau potable. Ils ne veulent pas mourir de soif ou de faim. Les Anglais deviennent plus ambitieux en avançant. Les approvisionnements leur arrivent régulièrement par les ports méditerranéens. Un nouveau front prend tournure. Pourquoi ne pas concevoir une vaste offensive? Le ministère de la Guerre est frustré. Il n'obtient aucune décision en France. On décide de pousser à l'attaque le général Murray. L'idée est d'envahir l'Empire turc à partir de sa province la plus méridionale, celle de Palestine. Une sorte de reconquête de la Terre Sainte. Le corps expéditionnaire atteint déjà les frontières de Palestine. Il est aidé par une formidable rébellion des peuples arabes qui se lève comme le vent à 400 km au sud, le long de la péninsule d'Arabie. Cette masse de Bédouins attaque et triple les garnisons turques, campe sur les voies de communication, avance comme une tornade. Hussein, un cheikh arabe, rallie autour de lui les tribus. L'un de ses fils, le prince Faisal, est rallié par l'officier anglais Lawrence. Lawrence est un petit homme à la fois archaïque et plein d'ironie, fascinant. Il a très mal réussi dans les bureaux de l'armée au Caire. Cet expert des affaires arabes donnait des avis qu'on n'avait pas envie d'entendre et demandait une stratégie pour la guerre, ce qui choquait beaucoup. Lawrence, enragé d'avoir un chef aussi timoré, il avait envie d'aller de l'avant avec ses amis arabes. Il était sûr d'eux. Cet exhibitionniste s'habillait comme les Arabes et montait à dos de chameaux comme eux. Il parlait leur langue, épousait, dit-on, leurs mœurs, et déplaisait fort au général Murray par son côté amateur, certains disaient charlatan. Un jeune correspondant de guerre américain, Levell Thomas, a pour lui la plus vive admiration. Lawrence ne le laisse pas indifférent. Il est déjà sacré Lawrence d'Arabie. C'est une étonnante mutation pour un officier de Sa Majesté que de devenir un prince arabe.
Laurence fait de la rébellion des chefs arabes un mouvement, puis une armée de guérilla. Pour dynamiser les Arabes, il leur promet de reconstituer au nord, sur les débris de l'Empire turc, l'ancien royaume des Arabes. Ce rêve, il le fait partager à Faisal. « Tu en seras l'artisan, lui dit-il. Tu seras le roi des Arabes. » Laurence n'a aucune idée de ce que feront plus tard les diplomates. Il veut seulement porter tous les Arabes vers le nord dans un tourbillon. Il n'y réussit que trop bien et marche vers le nord en suivant la côte de la mer Rouge. Pour stimuler le zèle des hésitants arabes, les Anglais gaspillent leur or. Laurence arrive devant Aqaba, dont les défenses sont faibles. Il attaquera de l'intérieur. Tout réussit à Laurence. Les Bédouins prennent et pillent Aqaba. Il devient un interlocuteur sérieux pour le général Moret, qui lui demande de participer à la campagne de Palestine et de rejoindre la colonne anglaise déjà engagée. Il doublera vers l'est en avançant dans le désert la colonne anglaise qui suit la côte. Objectif Jérusalem, la ville promise. Promise aujourd'hui aux Juifs. 3000 d'entre eux s'engagent dans l'armée anglaise. 3000 sur les 50 000 colons de Palestine. Un tiers de ces Juifs de Palestine ont échappé au pogrom du Tsar. Ils sont répartis en 40 colonies soutenues par les Juifs d'Occident. Ces hommes sont l'avant-garde du sionisme. Ils cultivent des terres achetées aux Turcs, payées rubis sur l'ongle. Des terres sauvages et incultes gagnées à la culture au prix d'efforts inouïs. Le sionisme a ses porte-paroles dans les démocraties occidentales. Son éloquent avocat aux États-Unis est Louis Brandeis. Plus tard, Wilson le fera entrer à la Cour suprême. Le réfugié russe Chaim Weizmann, qui milite pour le sionisme en Grande-Bretagne, est un ami de Lloyd George. Ce chimiste a inventé un nouvel explosif pour la guerre. Lionel Walter Rothschild n'est pas seulement un banquier de l'illustre famille, mais un naturaliste et un philanthrope. C'est à lui que Balfour écrit le 2 novembre 1917, alors qu'il est secrétaire aux Affaires étrangères. La lettre de Balfour exprime en termes vagues l'engagement de l'Angleterre dans l'idée sioniste. La déclaration de Balfour est rendue publique. La campagne de Jérusalem commence alors. Un très jeune général anglais qui cherche la gloire, Allenby, conduit la bataille. Allenby veut avoir tous les Juifs avec lui. Il a décidé de battre Falkenhayn, le bourreau des Serbes, qui a échoué à Verdun. Dans le désert de Palestine, les unités s'entretuent pour des points d'eau, dans des combats acharnés par une chaleur terrifiante. Quand les Turcs perdent leurs points d'eau, ils sont déjà vaincus par la malaria, la dysenterie, et ils ne peuvent plus combattre. Les renforts leur parviennent de plus en plus difficilement. Laurence et ses guérillas gênent les lignes de ravitaillement. Les lignes turques sont bientôt rompues. Prenez Jérusalem pour Noël, avait demandé Lloyd George. Allenby a 2 semaines d'avance. Il a lancé sa cavalerie à la charge dans les collines de Judée. Les Turcs ont évité de peu l'encerclement. L'artillerie lourde britannique
a fait merveille contre les positions turques. Les Anzacs, remarquables cavaliers, étaient déchaînés dans la poursuite. Le 11 décembre 1917, Allenby entre à Jérusalem, à pied, comme un pèlerin, suivi de tous ses combattants. Il reçoit les clés de la ville des mains des représentants des communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes et juives. La Palestine est libérée. Les Juifs sont impatients d'y construire un État. Chaim Weizmann arrive à Jérusalem en avril 1918 avec une délégation sioniste chargée de la constitution de cet État juif. En face, Faisal et ses Arabes, à qui Laurens a promis un royaume. La politique anglaise n'en est pas à une contradiction près, puisqu'elle soutient à la fois le nationalisme arabe et la revendication sioniste. Ici, en Palestine, l'écrasement de l'Empire turc laisse aux prises de futurs ennemis irréconciliables, les Juifs et les Arabes, également pleins d'espoir. Aux États-Unis, le président Wilson encourage l'effort de guerre et développe dans la population le réarmement moral. Il crée une agence d'information du public que dirige le journaliste George Creel. On a recours aux méthodes les plus modernes du marketing, utilisant tous les talents de la nation pour vendre la politique du président. George Creel assure l'organisation de la campagne pour populariser l'effort de guerre, avec toutes les recettes de la publicité. Il engage John Philip Sousa et ses tambours pour rythmer l'hymne à la liberté que chante en public la soliste Anna Case. Mary Roberts Richard, l'écrivain du mystère bien connu du grand public, est en reportage sur les champs de bataille. Un auteur de best-seller, Booth Tarkington, écrit sur les mensonges de la propagande allemande. La jeune romancière Edna Ferber est engagée pour rédiger les communiqués de presse envoyés aux Alliés. William Dean Howells, homme de lettres alors très connu, travaille pour le bureau de la presse étrangère de Creel. Mary Pickford et les autres stars de cinéma prêtent leur concours au spectacle. La comédienne Marie Dressler est inimitable quand elle mime l'alerte au Kaiserbill. On ose imaginer des gags jamais vus sur la scène ou à l'écran. Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks faisant équipe avec un jeune champion poids léger, Jack Dempsey.
Un seul but à cette campagne de presse, souder le peuple américain en une masse métallique chauffée à blanc, lui insuffler la fraternité, le dévouement, le courage et la détermination de combattre jusqu'à la mort. Allez jusqu'au bout, décrit-il à ses équipes d'artistes. L'auteur des posters les plus célèbres de la guerre est un illustrateur de magazines, James Montgomery Flagg. Il célèbre un nouveau héros comme les artistes, les écrivains, les peintres, les sculpteurs, les auteurs de chansons. Un héros que l'on appelle le Duke Boy. Le recrutement, qui démarre en juillet 1917, fait des héros potentiels de près de 3 millions de jeunes Américains qui sont invités à faire honneur à l'uniforme. Les familles américaines ont un nouveau passe-temps le dimanche, rendre visite aux Duke Boys dans leur camp. Les parents et les amis sont là. La parade des gens importants commence. Par exemple, celle de Bill Sunday, l'évangéliste de la Ligue nationale, qui multiplie les sermons inspirés. « Détruisez l'ennemi, balayez l'autocratie !» Les soldats lui répondent en chantant. Good morning, Mr. Zip, 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 with your haircut just as short as mine. Good morning, Mr. Zip, 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 you're surely looking fine. You're looking fine. Ashes to ashes and dust to dust. If the camels don't get you, the Fatimas must. Good morning, Mr. Zip, 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 with your haircut just as short as mine. Good morning, Mr. Zip, 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 with your haircut just as short as. Your haircut just as short as. Your haircut just as short as mine. Le président Wilson n'hésite pas à monter à cheval pour visiter les camps et rencontrer les Duke Boys. Wilson ne reconnaît plus sa capitale. Washington était souvent décrite comme une ville somnolente. Voilà qu'elle se réveille et pousse comme un champignon. Les services gouvernementaux enflent démesurément. On compte les nouvelles agences par douzaines. Les registres fédéraux où s'additionnent les traitements des fonctionnaires ont doublé. Les employés de la Maison-Blanche sont plus d'1 million, contre 500 000 avant la guerre. Le gouvernement doit tout payer, et la guerre exige une organisation démultipliée pour faire face à tous les devoirs, y compris la Croix-Rouge et l'approvisionnement des Alliés en vivres. Au prix d'$1 l'année, le gouvernement s'assure les services de ses plus distingués citoyens. Une armée d'hommes d'affaires, des volontaires du calibre de Thomas Edison et de Bernard Baruch. Henry Ford s'occupe de la production. Un observateur appelle la Maison-Blanche une maison de fous patriotique. La moyenne d'âge des membres du cabinet présidentiel est de 54 ans. Ces hommes ne sont pas mobilisables, mais ils entrent dans la guerre avec tout leur esprit d'efficacité. McAdoo, le secrétaire au Trésor, est le gendre de Wilson. Franklin Delano Roosevelt est à la marine l'assistant de Daniels. Le gouvernement, par la publicité de la guerre, est constamment sous les yeux du public. Un nouvel armement devient l'occasion d'une conférence de presse du président Wilson lui-même et du secrétaire à la guerre, Newton Baker. Un des nouveaux venus au gouvernement, Herbert Hoover, devient vite familier aux Américains. Après avoir organisé la campagne mondiale d'assistance à la Belgique, il est chargé du programme alimentaire intérieur. Le maître mot de la campagne de presse à l'adresse des maîtresses de maison est « ménager la nourriture », le public traduit « ouvériser », c'est ainsi qu'on devient populaire. Dans les champs, on dit aux femmes ou aux enfants qui travaillent « faites un travail d'homme ».
L'amour ne change pas, mais la condition des mères change. Elle ne sera jamais plus la même après la guerre. Les femmes américaines ont appris à travailler comme les hommes. Cela leur fournit des arguments pour réclamer l'égalité complète et d'abord des droits civiques. Un amendement spécial leur donnera satisfaction. Comment les empêcher de voter, dit un slogan, alors qu'elles nous ont aidés à gagner la guerre? L'effort de guerre ne produit pas que des héros ou de charmantes héroïnes. Il y a aussi les insoumis. Ils font partie de l'histoire de cette année 1917. Nous sommes à Birmingham, dans l'Alabama. Un insoumis est chassé de la ville par ses voisins. Les pénalités qui frappent les insoumis sont sévères en raison de la hausse du sentiment patriotique et des règles très précises du recrutement. Celui qui a voulu échapper à l'incorporation en disparaissant est un jeune sportif plein de santé. Il s'appelle Grover Cleveland Bergdahl. Il devient bientôt célèbre comme l'homme le plus haï d'Amérique. L'homme le plus haï du monde est naturellement le Kaiser. Dans les films de propagande, il est constamment tourné en dérision. Un pamphlet du gouvernement le décrit comme un Satan prussien. Si l'enfer était dans nos murs, écrit Billy Sunday, vous trouveriez sur ces murs Made in Germany comme marque de fabrique. Les slogans anti-allemands deviennent de plus en plus violents. Un professeur de l'université d'Harvard n'hésite pas à décrire la musique de Wagner comme un mélange d'agressivité, de lubricité et de trucage. On boycotte, on pille parfois les magasins tenus par des germano-américains. Il est interdit d'apprendre aux enfants l'allemand dans les écoles. Wilson regrette que l'esprit de guerre devienne vulgaire, intolérant, populacier. L'hiver de 1917 est un des plus rudes que l'Amérique ait connu sur la côte Est. Le temps est maussade, des tempêtes de neige nuisent au moral des civils, qui ne reçoivent pas d'Europe la moindre nouvelle encourageante. Avec la neige, on patauge dans les rues de New York. Les tornades blanches balayent la ville. On s'abrite derrière des pans de murs contre le blizzard.
Depuis 9 mois, l'Amérique est en guerre. 4 divisions complètes ont été expédiées outre-océan. Chaque semaine partent de nouvelles unités, rien ne bouge pour autant sur le front de l'Ouest. Le public attend avec impatience des nouvelles de victoire. Il reçoit seulement les listes des premiers Américains tués. On met en sourdine l'esprit du joyeux départ à la guerre. Les adieux dans les ports deviennent plus sombres. Chaque jour est une bataille sur le front intérieur. Il faut acheminer des quantités énormes de nourriture et de charbon le long des voies ferrées fatiguées. Il faut les remettre en état pour conduire à terme l'effort de guerre. Les wagons doivent transporter les renforts, les vivres, les munitions, assurer la survie de la nation. La production de guerre est freinée par de nombreux handicaps. Les industriels doivent se reconnaître dans les instructions contradictoires qui proviennent des fameux comités de guerre gouvernementaux dont l'action n'est pas coordonnée. La maison de fous patriotique de Washington est devenue dans les journaux la maison de fous bureaucratique. L'atmosphère est lourde au Capitole. La foule attend sur les marches le résultat du scrutin. L'administration Wilson est combattue par des sénateurs républicains comme Henry Cabot Lodge, comme le président Theodore Roosevelt, mais aussi par un sénateur démocrate, George Chamberlain, qui critique l'inefficacité des bureaux. Un tsar de l'économie, Bernard Baruch, est chargé alors par Wilson de faire sortir du marasme l'industrie de guerre. Baruch se met aussitôt au travail au bureau de l'industrie de guerre, doté de pouvoirs extraordinaires. Il relance la production par sa politique volontariste. Il n'est responsable que devant le président lui-même. Il fait adopter un rude régime de priorité qui discipline l'économie. Il décide d'imposer à l'Amérique la production réglée par l'État. L'automobile reçoit des parts plus faibles d'acier. L'industrie des corsets ne reçoit plus rien, tout pour les canons. Moins d'étoffe pour les blouses, plus pour les fuselages d'avions. L'industrie ne parvient cependant pas à se hausser au rythme des besoins de la guerre. Le 4 juillet 1918, jour de l'indépendance, on lance d'un coup 95 bateaux, mais aucun ne traversera l'Atlantique avant l'armistice. Les armements anglais ont la charge de l'essentiel du trafic. Aucun tank ne sera fabriqué en Amérique. Les Américains reçoivent des chars français. Les canons de 75, les mitrailleuses aussi, sont fournis par les Alliés au corps expéditionnaire américain. L'industrie finit par trouver le bon rythme. Elle manque longtemps de main-d'œuvre en raison des départs massivement échelonnés des travailleurs vers l'Europe, mais aussi parce que le développement de l'industrie de guerre rend nécessaire le recrutement d'un nombre sans cesse accru de travailleurs. Les Noirs du Sud gagnent le Nord par milliers, attirés par le piège des hauts salaires. Cette migration très importante entraîne bientôt des conflits. Des villes comme Philadelphie, Chicago, Saint-Louis, dans l'Illinois, connaissent les premières émeutes raciales. À Saint-Louis, on compte 37 victimes, noirs et blancs. Un invisible ennemi s'insinue bientôt dans le front de l'intérieur. La grippe, qu'en Europe on appelle espagnole, et qui tue par milliers. On compte bientôt 500 000 morts, et les masques obligatoires dans certains États ne suffisent pas à enrayer le fléau. La grippe aura tué 4 fois plus d'Américains au front que les Allemands. Une autre maladie s'abat sur les États-Unis, la suspicion.
Au nom du patriotisme, certains se croient autorisés à traquer tous les ennemis déjà inscrits sur leur liste noire, les embusqués, les insoumis, les pacifistes qui condamnent la guerre, les troupes de travailleurs mécontents, les immigrés récents, nés à l'étranger. Wilson avait raison d'avoir peur. Le désir de conformité occupe soudain le premier plan dans la vie de la nation. Le gouvernement essaye d'appliquer la loi lui-même, d'écarter la populace. On l'accuse de mollesse, de tiédeur dans la répression des menées pro-allemandes. Il en vient à supprimer la liberté d'expression et d'opinion. Un groupe de contestataires, les travailleurs industriels du monde, est dissous. 1200 de ses membres sont arrêtés dans l'Arizona. On les expédie au Nouveau-Mexique, où ils ne risquent pas de porter atteinte à la sécurité des États-Unis. On leur reproche de prêcher la grève et d'être des anarchistes. Les agents fédéraux saisissent tous les dossiers. Le leader Big Bill Haywood est arrêté. Il en va de même pour tous les responsables. On se moquait des anarchistes, on les traitait de cinglés. Voilà qu'ils deviennent des dangers pour la sécurité nationale. On arrête un des chefs du Parti socialiste, Eugène Debs, candidat à la présidence des États-Unis en 1912. On lui reproche d'avoir prononcé un discours contre l'effort de guerre. Il est condamné à 10 ans de prison. C'est pousser loin le réarmement moral que de persécuter tous les dissidents. Wilson n'hésite pas. Les images triomphales du corps expéditionnaire américain, ces engagements héroïques sont exploités par la propagande intérieure et apaisent les doutes de la conscience nationale. On est sûr, pendant l'été de 1918, que les Américains, avec leurs alliés, vont lancer la dernière offensive, celle qui aura raison du Satan allemand. Et les soldats au front pensent déjà à la victoire. C'est du moins ce qu'expliquent aux Américains les films de propagande. Quand le président Wilson se manifeste dans les rues de Washington, c'est toujours pour encourager l'effort de guerre et célébrer le courage des soldats du droit. Le président Wilson veut absolument convaincre les Américains que la guerre en Europe est bien leur guerre. Les soldats du front en sont-ils convaincus? Avec les Français, avec les Anglais, ils n'arrêtent pas de chanter. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. Répondons-nous, Voléro. Goodbye, Piccadilly. Farewell, les amis. It's a long, long way to Tipperary. Voici les Tommy. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. Répondons-nous, Voléro. Goodbye, Piccadilly. Farewell, les amis. It's a long, long way to Tipperary. Voici
the sweetest girl